l'Organisation des Nations Unies, genèse et mode d'emploi. Donc qu'est-ce qu'on vous a appris au collège et au lycée et que vous avez peut-être encore retenu d'instruction civique? C'est le comment ça marche, c'est le quand est-ce qu'on a fait ça et globalement qui est Kofi Annan, Ban Ki-moon et compagnie. Moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre en 10 minutes, c'est pourquoi ça s'est fait et comment ça s'est fait au fil des siècles. Parce que c'est pas une idée qui est apparue d'un claquement de doigts, c'est pas non plus la Société des Nations à la sortie de la Seconde Guerre mondiale qui s'est faite d'un claquement de doigts, mais c'est des idées qui sont venues, qui au départ étaient utopistes et totalement marginalisées, et qui se sont imposées petit à petit pour faire en sorte qu'il y ait un véritable arbitrage entre les nations. Premier point. Et second point, c'est pour vous débarrasser de la vision française des choses. C'est cette magnifique citation du général de Gaulle. Ce machin qu'on appelle l'ONU, je ne sais pas si vous le savez, mais la France a pratiqué la politique de la chaise vide, c'est-à-dire à pas siéger à l'ONU pendant une petite dizaine d'années, tout simplement parce qu'elle trouvait que c'était de l'ingérence dans sa politique intérieure, notamment au niveau de la politique nucléaire, quand on faisait des tests dans le Sahara, ce genre de choses, ou alors de sa politique coloniale. Et en France, on a un sentiment vis-à-vis de la Société des Nations et de l'ONU, globalement péjoratif, en disant ça sert à rien, c'est bureaucratique. Il suffit de prendre l'exemple sur les printemps arabes, on n'a pas été très efficace au niveau de l'ONU, et en France, on n'a pas forcément une belle vision des choses. Il faut savoir que l'ONU, comme la Société des Nations, ça sait faire des choses aussi. Donc les toutes premières sociétés d'arbitrage entre les nations sont apparues à la fin du 19e. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, des trucs totalement utopistes, notamment la crise luxembourgeoise de 1867, ça ne vous parle pas du tout, c'est tout simplement Napoléon III qui voulait racheter le Luxembourg. Pas mal de tractations secrètes avec Bismarck, qui est chancelier de Prusse à l'époque, et avec le prince des Pays-Bas. On propose d'acheter le Luxembourg, refus, accepté, refusé, accepté, on ne sait pas trop. La guerre se prépare parce que les militaires sont au taquet. Et du coup, l'opinion publique se soulève pour éviter la guerre, et on réussit à éviter la guerre grâce aux opinions publiques. À l'issue de cette crise luxembourgeoise, il y a une première ligue, la Ligue internationale et permanente pour la paix, qui est créée, complètement pipeau, mais le but du jeu, c'est de rassembler tous les utopistes pour faire en sorte que la paix puisse perdurer en Europe. Bon, 3 ans plus tard, guerre franco-prussienne, finalement on a remis ça 3 ans plus tard, la France a pris une dérouillée et ça a entraîné la Seconde Guerre mondiale. Troisième exemple, la conférence de Berlin en 1885, c'est au sujet du partage de l'Afrique, entre autres. C'est la première fois où on évite de faire des tractations secrètes chacun dans son coin et on se met tous ensemble autour d'une table pour décider ce qu'on va faire de l'Afrique. C'est pas forcément pour un objectif très louable, mais au moins on s'assied tous autour de la table et on discute. Bon, le seul problème c'est que quelques années plus tard, Première Guerre mondiale, au tout début de la Première Guerre mondiale, on attend des pacifistes qui s'opposent à la guerre mondiale. Au premier rang des pacifistes, Jean Jaurès, tous les socialistes français, socialistes allemands. Bon, Jean Jaurès est assassiné et au final, tout le monde se plonge dans la guerre avec le gouvernement d'union nationale. Mais à ressortir de la guerre, les pacifistes sont toujours là. Et au premier rang des pacifistes, il y a le président américain, Thomas Woodrow Wilson, prix Nobel de la paix 1919, qui a la magnifique idée d'asseoir tout le monde à la table, mais de façon permanente, en créant ce qu'il appelle la Société des Nations. Donc dans un célèbre discours au Congrès, il énonce 14 points pour régler la solution de la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces 14 points, le premier, des traités de paix ouverts, auxquels on a librement abouti, après lesquels il n'y aura plus aucune espèce d'alliance internationale privée, mais une diplomatie franche et transparente. C'est la fin des petits cabinets à la Talleyrand, comme on connaissait au début du 19e siècle. C'est aussi, selon lui, cette diplomatie fermée, faite de tractations secrètes et d'alliances secrètes, qui est la principale cause de la Première Guerre mondiale, entre la Triple Entente, la Triple Alliance. Bon, ça je vous apprends pas, c'est de l'histoire de secondes. Le dernier point, je vous ai juste mis le premier et le dernier point, le dernier point des 14 points de Wilson, c'est une association générale des nations doit être constituée sous des alliances spécifiques, je vous lis pas la suite, mais globalement c'est l'acte de naissance de la Société des Nations. Et à la conférence de paix de Paris, qui aura lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la première chose qu'on décide, c'est de créer la Société des Nations. La Société des Nations, je vous ai mis le logo, même la PO de Centrale pourrait faire mieux, et cette petite citation de Benito Mussolini, la Société des Nations est très efficace quand les moineaux crient, mais plus du tout quand les aigles attaquent. Et globalement, c'est ce qui va résumer le principe de fonctionnement de la Société des Nations, c'est qu'on va être capable de régler des petits différends entre des petites nations, mais dès que c'est des gros pays qui attaquent, on n'est rien capable de faire. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a des États clés qui sont non membres. Par exemple, les États-Unis, même si c'est sous l'impulsion de leur président, n'ont jamais ratifié l'acte d'engagement de la Société des Nations. Donc en 1920, le Congrès américain a refusé l'entrée des États-Unis dans la Société des Nations. Autre pays, l'Allemagne, qui a quitté en 1933,
le Japon, qui a quitté en 1933, l'Italie, qui a quitté en 1937. Globalement, il n'y a que la France, la Grande-Bretagne et 3-4 pays qui se battent en duel. Peur des sanctions pour les grandes puissances. Comme je vous l'ai dit, c'est les pacifistes qui sont au pouvoir, en France comme en Angleterre. Et pendant toute l'entre-deux-guerres, on va préférer faire des concessions plutôt que de faire des sanctions. Donc quand l'Allemagne s'oppose au traité de Versailles et commence à remilitariser, on dit rien. On fait des concessions et on n'a pas envie de sanctionner, et surtout on ne se sert pas de la Société des Nations pour faire des sanctions. Donc ça ne marche pas vraiment bien. Et la troisième raison, c'est qu'il n'y a aucun moyen de pression pour le respect de ces recommandations. Il n'y a pas de force armée allouée à la Société des Nations. Donc si quelqu'un dit non, je m'en fous de ce que vous avez décidé, on n'est pas obligé d'écouter ce que dit la Société des Nations. Donc au final, elle est très peu écoutée, mais c'est pas pour autant qu'elle n'a rien fait. Donc je vais vous montrer deux petits exemples. Ce pas forcément les exemples les plus criants, mais au moins, vous les verrez réapparaître un petit peu plus tard dans le résultat. Les mandats diplomatiques. Tout simplement, on s'est partagé les colonies allemandes. Donc là, vous pouvez retrouver Togo, Cameroun et d'autres pays issus de l'Empire ottoman. Pareil, on s'est assis à une table et on a dit qui s'occupe de quoi. Et globalement, ça, on le retrouvera plus tard. Deuxième point, plus particulier, je vais vous parler des îles Åland. Qu'est-ce que c'est les îles Åland? C'est des petites îles qui sont coincées entre la Suède et la Finlande, peuplées à 90% de Suédois, mais pourtant propriété de la Finlande. Les Suédois ont voulu la récupérer à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la Finlande a dit non, la Société des Nations a dit ça reste finlandais. On en reparlera très très bientôt. La Société des Nations est un échec, Seconde Guerre mondiale. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on fait? On se dit on va quand même changer les choses. Donc, au sein des nations alliées, attention, pas tous les pays, uniquement les nations alliées, donc au final les futurs vainqueurs, on se dit on va changer l'ordre du monde. Je vous ai mis une petite affiche, vous pouvez vous amuser à essayer de retrouver la Pologne, le Canada ou d'autres pays là-dedans, pour ceux qui sont bons en drapeau. Attention, les drapeaux ne sont pas les bons. Et vous verrez qu'il manque étonnamment la France, parce que la France ne fait pas partie des nations alliées, c'est le gouvernement de Gaulle qui n'est pas vraiment reconnu. Donc au final, s'il n'y a que les nations alliées, donc à la fin, il n'y aura que 51 États qui signeront la Charte des Nations Unies. Plusieurs conférences qui sont organisées pour mettre en place cette charte. La première, c'est Dumbarton Oaks, qui est en 1944, qui se déroule aux États-Unis et qui, globalement, c'est la Chine, la Russie et les États-Unis et la Grande-Bretagne qui se mettent d'accord pour mettre en place les principaux fondements des Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité et ses membres permanents du Conseil de sécurité. Je ne vous les cite pas les 5, mais il y a la France avec les 4 autres, quoi. Ensuite, Moscou, Yalta, on se prépare à la fin de l'Allemagne nazie et le partage de l'Europe. Et enfin, San Francisco en avril 1945, où là on signe véritablement la Charte des Nations Unies. Je vous dis 51 États fondateurs parce qu'il y en a qui ne font pas du tout partie et qui apparaîtront bien plus tard. Par exemple, pour information, l'Allemagne a rejoint qu'en 1973 l'Organisation des Nations Unies, donc presque 30 ans après la fin de la guerre. L'Organisation des Nations Unies, c'est 6 organes principaux. Est-ce que vous avez une idée de ces 6 organes? Il y en a qui sont faciles, mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément trouvables. Une idée? Quelqu'un? Le Conseil de sécurité de l'ONU, je l'ai dit. Un d'autre? Non, personne? Ah, ben bizarre, non? Bon, c'est facile. Les deux principaux, les deux plus connus, c'est l'Assemblée Générale, avec tous les représentants de tous les pays. Il y en a 193 au total. Les derniers en date à avoir rejoint, c'est le Soudan du Sud, en 2011. Oui, ça existe comme pays. Et le Conseil de sécurité, 15 membres, 5 permanents et 10 choisis tous les 2 ans et renouvelés à moitié tous les ans. Il y en a 4 autres, dont on ne parle pas trop, mais qui au final sont tous aussi membres d'organes de l'Organisation des Nations Unies. Conseil économique et social, bon, son nom, ça veut dire ce que c'est. Le Conseil de tutelle, qui ne sert absolument plus à rien, parce que le Conseil de tutelle, c'était justement pour favoriser la décolonisation. Donc globalement, c'est le Conseil de tutelle qui a repris tous les mandats qui avaient été faits par la Société des Nations et qui a commencé à progressivement anticiper l'autonomie des nations. Le dernier pays qui était sous tutelle, c'est une petite île dans le Pacifique qui était sous tutelle de la Micronésie et qui a obtenu son indépendance en 1994. Donc c'est il n'y a pas longtemps, et depuis, le Conseil de tutelle, il ne siège plus du tout. Cour internationale de justice, qui est à La Haye, bon, je suppose que vous connaissez tous, et certains tribunaux qui siègent également, et le secrétariat, bon là en ce moment c'est Ban Ki-moon, là c'est l'organe exécutif. Conseil de sécurité, c'est l'organe décisionnel, l'Assemblée Générale n'a qu'un rôle de consultation. Donc en fait, quand on est un petit pays, on a une voix qui ne porte pas vraiment. De nombreuses agences, je vous ai cité uniquement les plus connues, mais c'est pour vous faire comprendre que l'ONU, ça marche
globalement. Même s'il y a des couacs, même s'il y a des fois où il y a un veto de telle ou telle nation, quand la Russie veut pas, quand la Chine veut pas, il faut voir qu'il y a des agences qui marchent, que globalement on fait du travail à l'Organisation des Nations Unies, donc certaines institutions que vous connaissez, hein. Fonds international pour l'alimentation et l'agriculture, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le FMI, dont on entend beaucoup parler en ce moment, certains programmes pour l'environnement ou pour l'enfance, l'UNICEF c'est un organisme de l'ONU, et certaines organisations qui sont apparentées sans véritablement être membres de l'ONU, notamment pour nous ingénieurs, l'Agence internationale de l'énergie atomique qui siège à Vienne, et l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'avenir de l'ONU? Parce qu'on ne peut pas en rester là. Globalement, on voit bien que les couacs, ça traduit un certain problème, une certaine propension à trop passer par la sanction et par l'intervention militaire. En ce moment, il y a un tiers du budget de l'ONU qui est consacré aux interventions militaires de l'ONU, ce qui est beaucoup trop et ce qui n'est pas du tout dans l'esprit de ses fondateurs. Donc globalement, il va falloir passer par des réformes. Et je vais juste vous parler d'un exemple qui m'a frappé à l'heure actuelle. C'est ces petites îles dont on parle beaucoup en mer de Chine, les îles Senkaku. Alors, quel est le problème? Je suppose que vous le connaissez tous, c'est le Japon et la Chine qui se disputent la souveraineté sur les îles. Alors pourquoi je vous ai parlé des îles Åland la dernière fois? C'est que la Finlande a fait un gros lobby auprès de la Société des Nations, notamment auprès du Japon, pour pouvoir se voir reconnaître la souveraineté des îles Åland à la Finlande. Sous l'argument suivant, si le Japon vous nous soutenez, ça créera un précédent, une certaine jurisprudence, pour justifier de la souveraineté à la Finlande. Et cette jurisprudence, elle pourra très bien servir dans le cas des îles Senkaku. Le Japon pourra très bien dire, vu ce qui s'est passé il y a 100 ans à la Société des Nations, vous pouvez très bien nous donner les îles Senkaku. D'autres petits exemples comme ça, j'en ai déjà parlé, une refonte des institutions, des problèmes avec l'Arctique et l'Antarctique, on n'y pense pas, mais c'est deux continents totalement à l'abandon, et en ce moment c'est un peu la course pour savoir à qui appartient le pôle Nord, entre la Russie et le Canada, parce qu'il y a pas mal d'hydrocarbures, et avec la fonte des glaces, on est en train de se demander ce qu'on pourrait en faire. Et enfin, des interventions au Syrie, au Mali et bien d'autres pays, juste pour vous rappeler qu'il y a certains pays qui ne sont pas encore membres de l'ONU. Typiquement, Taïwan n'est absolument pas reconnu en tant qu'État membre de l'ONU, puisque est de jurer encore une possession de la République populaire de Chine. Ou alors la Palestine, on en a parlé récemment, qui n'est pas encore État membre de l'ONU, mais qui a le même statut d'observateur que le Vatican. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez des questions, et juste pour aller plus loin, Le rêve d'un ordre mondial de la SDN à l'ONU, c'est un petit bouquin que je vous conseille de lire, qu'on m'a conseillé, que je n'ai pas encore pu lire, mais que je pourrais faire. Voilà.